Ok, donc on va commencer par faire le débriefing sur l'analyse relative au BTC et potentiellement les opportunités qu'on pouvait saisir. Alors, sur le BTC, une fois de plus, le plus important, c'est de connaître le biais directionnel. Alors que lorsqu'on va revenir d'abord en 4 heures, on peut déjà constater, c'est que depuis la prise de liquidité du BTC de ce niveau-là, donc depuis la dernière prise de liquidité qui avait été laissée, la prise de liquidité de 53 000 dollars. Et par la même occasion, la base, effectivement, de daily où on avait pris la liquidité, on était venu rebondir à 48 dollars. On remarque que si BTC voulait repasser haussier, il fallait impérativement qu'ils viennent casser tout simplement le niveau de 70 000 dollars pour faire une inversion de tendance. Et je vous disais que effectivement, on aurait pu réagir en daily, donc quoi? Dans ce taux B, donc dans cette zone qui est là. Et c'est potentiellement dans celle-ci que le BTC a réagi. Et on remarque que en réagissant à l'intérieur, qu'a-t-il fait? Bah, il a tout simplement commencé à créer une accumulation. OK? Donc là, il y a maintenant deux zones susceptibles. Il y a premièrement cette zone-là qui pour potentiellement vendre et il y a celle-ci pour décider d'acheter. Alors, lorsque je vous envoyais l'analyse ici, là, comme ça, je vous disais qu'il y a de fortes chances que BTC vienne effectivement dans cette zone, il décide de vendre, ensuite dans cette zone-là pour acheter. Donc, lorsqu'on arrive en higher time frame, dans notre sens, la higher time frame ici, c'est H1, ou encore, ça aurait pu être tout simplement H2, mais en H1, c'est encore plus visible. On a un schéma qui va s'apprécier. Alors, on a potentiellement pu faire un gros RR hein, sur la position court terme en ce qui concerne le Bitcoin. On va le voir. Perso, c'était un RR de 9. Et ça, c'est la position swing. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans son mouvement haussier, qu'a-t-il fait? Il a fait de continuation de tendance baissière, bien que nous soyons dans cette phase accumulative-là. En l'occurrence, il a créé des BOS. Dans sa création des BOS, il faisait des choses intéressantes, c'est qu'à chaque fois, il sweepait de la liquidité. Donc, vous allez remarquer que ça, c'est un schéma qui est assez intéressant. Pourquoi? Parce que regardez, lorsqu'il fait son BOS ici, le mouvement qui remonte, avant de chuter, fait quoi? Avant de réagir dans cette zone, il sweep cette liquidité. Donc, il prend la liquidité. Même chose, il descend, d'accord? Quand il descend, il crée par la même occasion des inductions. Regardez par exemple, lorsqu'on vient ici, là, il crée une induction. Il crée de l'IDM. En fait, il fait croire à plusieurs traders que c'est bon. On va commencer à vendre à ce niveau-là. Donc, actuellement, dans cette zone, le prix peut vous dessiner tout ce que vous voulez. Il peut vous dessiner des confirmations, il peut vous dessiner des patterns, des beaux patterns de vente. Il peut vous montrer ce que vous voulez voir pour vous induire en erreur. C'est ce qu'on appelle l'induction. OK? Donc, en ce sens maintenant, voilà, en ce sens, lorsqu'il chute, effectivement, il descend, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte. Donc, ça, c'est l'inducement. Et pourquoi il est important de tout simplement privilégier des zones valides? Bah, c'est pour éviter de se faire piéger. Donc, quand vous remarquez le mouvement que le prix a donné ici, il n'est pas plus important que le mouvement qu'il a donné ici lorsqu'il a réagi dans la zone. Voici pourquoi on ne vient pas chercher seulement les opportunités pour voir où les choses. En fait, ce que je vous explique, c'est que le prix peut vous sortir des confirmations relatives à votre stratégie, mais ce n'est pas dans une bonne zone. Donc, voici pourquoi dans la stratégie, vous devez être strict en disant que je ne dois prendre en compte que les zones susceptibles, les bonnes zones. Et les bonnes zones, il y a des conditions de validité des zones de ce qu'on a pu déjà voir. Donc, ici, par exemple, moi, si quelqu'un vend ici, pour moi, il n'a rien respecté. Si la personne vend ici, c'est vrai que là, quand le prix a fait son mouvement d'IDM, la personne aurait pu vendre ici. Mais la personne n'a pas respecté. Pourquoi? Parce que la zone valide, bah, c'est pas ici, c'est là. Et donc, c'est ça la différence entre celui qui va privilégier les zones intéressantes et importantes et celui qui ne va trader euh, que pour faire des gains. À coup sûr, quand vous tradez une zone qui est probable, la zone la plus importante, vous allez potentiellement avoir une haute probabilité au niveau de la réussite de votre trade. Et c'est parce que votre zone est tellement importante qu'au bout d'un moment, vous allez maintenant commencer à faire quoi? Vous allez maintenant commencer à prendre un risque plus important compte tenu du fait que vous sachiez que la zone que vous êtes en train de trader est une zone qui est très importante. Donc, c'est la zone susceptible. Même chose ici. Et ce tombé-là, ici, c'est cette bougie qui suit toute la liquidité qui est là. Lorsqu'on revient, vous avez vu que celle-ci
vient sweeper toute la liquidité qui est ici et elle va faire quoi? La continuation de tendance. Donc, c'est cette zone-là maintenant qui est la zone la plus susceptible de faire réagir le prix. Mais vous avez vu qu'avant que le prix ne chute comme ça, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a créé de la liquidité. Là maintenant, si vous voulez prendre des positions, comme vous savez que nous sommes en train de nous diriger dans cette zone-là, il est mieux de prendre des positions acheteuses pour remonter dans le mouvement avec beaucoup de, effectivement, en exploitant des POI assez intéressants, que de prendre les mouvements, le mouvement vendeur. Parce qu'à coup sûr, vous êtes sûr que c'est de l'induction, vous êtes à coup sûr susceptible de vous faire stop loss à plusieurs niveaux. Lorsqu'on va revenir, par exemple, une fois de plus sur le BTC. Alors, déjà, nous savions que nous devrions normalement prendre des positions acheteuses. OK? Mais avant ceci, je pense, nous avons envoyé des setups. Bon, quand je dis vous, c'est plus dans mon canal privé. Je me rappelle pas avoir envoyé ça dans le groupe là, vous êtes là, j'oublie souvent. Voilà. Donc, on savait que le prix devait venir dans cette zone-là. On s'est dirigé ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai trouvé une opportunité acheteuse en M15. Et donc, ici, comme vous le remarquez, l'analyse que j'avais envoyée, c'est l'un des trades qui m'avait donné, je pense, 3 à 6 000 dollars. Et donc, le prix est arrivé, il a réagi. Qu'est-ce qui s'est passé? On a acheté. Quand on achète, il est venu casser la zone. En fait, il est venu sauter cette zone-là, non pas avec le corps, mais avec la bougie. Non pas avec le corps de bougie, mais avec la mèche. Donc, il a fait quoi? Il a fait une prise de liquidité. Alors, c'est ici, voilà. Donc, il a fait une prise de liquidité. Là, on pouvait s'attendre à un buy, ce qui est très risqué. Et après, ce que le prix a fait, c'est qu'il a tout simplement continué à faire quoi? Il a chuté comme ça, OK? Laissons croire encore une fois de plus à plusieurs traders qu'il va venir toucher cette zone-là, alors que non, il a créé de la liquidité qu'il est venu récupérer. Maintenant, je vais supprimer ça, OK? Je vais ramener, euh, on va laisser l'OB. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en replay, ici. Voilà. Donc, on va venir en replay ici, OK? Le prix, il est là. On le laisse évoluer. Boum. Quand on le laisse évoluer, il vient ici, il mitige la zone, OK? Une fois la zone est mitigée, sur le Bitcoin, OK, et sur les cryptos en général, attendez que le prix mitige sérieusement votre zone. Quand je dis sérieusement, attendez même une mitigation à à presque à 50%. Donc, attendez une mitigation à 30%, 50% et plus. Du fait de la volatilité, tout simplement, des crypto-monnaies, généralement, c'est le scénario qu'on a. Ne faites pas en mode mitigation et vous commencez à chercher des confirmations. Pourquoi? Parce que cette mitigation-là, ça peut aussi seulement être de la liquidité, ça peut être seulement des inducements que le prix va venir chercher après avant de bien mitiger la zone. Donc, autrement dit, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il ne faut pas vous précipiter. Là, on a une mitigation. OK? Alors là, tout de suite, vous pouvez venir en 15 minutes. Alors, je vais supprimer ça. Ce sont les annotations que j'avais eu à faire. OK, donnez-moi une minute. Voilà. Donc, il y a Gold qui est en train de bien évoluer là. OK. Donc, ici, je vais supprimer tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? On évolue. Nous sommes en 15 minutes. Vous voyez? Il a fait boum, il a touché et il est revenu encore ici. Là, maintenant, je viens en 5 minutes. Pour maintenant un peu avoir une clarté sur ce qui est réellement en train de se passer. OK? Regardez. Là, il a bien mitigé l'OB. Maintenant, je peux commencer à chercher une structure en 5 minutes. Là, déjà, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement un BOS, là, premièrement. J'en ai encore un autre ici. En réalité, si j'étais en plus grosse time frame, j'allais considérer ça comme l'IDM, l'autre en question là. Donc là, je vais plutôt considérer ça seulement comme de la liquidité. OK? Je vais considérer ça comme de la liquidité. Maintenant, regardons. Le prix évolue. Déjà, dans l'évolution, pause. Dans l'évolution, qu'est-ce que vous remarquez? Euh, OK. Qu'est-ce que vous remarquez? Bah, vous remarquez, attendez, je mets pause, mais ça bug un peu. Allez hop. Voilà. Dans l'évolution, attendez, je vais revenir un peu là. Allez hop. OK. Dans l'évolution, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le prix, OK, ne réussit pas à créer à nouveau, à venir casser cette zone. Regardez, ici, il a créé ce niveau, il est venu casser. Ici aussi, il a créé ce niveau, il est venu prendre. Mais à partir d'ici, vous voyez qu'il y a un désistement déjà. Ça, c'est une condition de retournement. Condition de retournement. Cette condition de retournement sous-entend que
Le prix est arrivé ici, il a réagi là. Et ça s'apprécie encore une fois de plus lors du trade. OK, il a réagi ici. Allez hop, voilà. Il a réagi là. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu ici, il a réagi là. OK? Là, vous n'avez encore rien. Il a réagi là. Ici, il a réagi là. Vous n'avez encore rien, en tout cas pas de changement. OK? Vous laissez le prix évoluer. OK. À partir d'ici, qu'est-ce qu'il fait? Quand il casse, il a cette zone-là. Voilà. Il fait quoi? Un minor change. Maintenant, regardez bien. Quand vous êtes dans ce niveau-là, vous avez vu que le prix a déjà fait ça, il a réagi, il a fait ça, il a réagi, il a fait ça, il a réagi. Il n'y a plus rien là-bas en termes de réaction. Ouais, un peu. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est que techniquement, vous attendiez qu'il vienne réagir encore à ce niveau-là. Donc, là, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez l'attendre maintenant ici. Oups, bug. OK. Vous pouvez maintenant l'attendre ici, dans cette zone-là. OK? Vous pouvez l'attendre dans cette zone-là. Maintenant, si vous voulez, si la zone n'est pas assez claire, OK? Vous avez vu que lorsqu'on est ici, là, on a complètement toute la zone là à exploiter. Donc, ça, c'est pour le raffiner, pour avoir plus de probabilité. Donc, la zone, pour avoir plus une zone susceptible de. Ouais, parce que il y a beaucoup de bruit là. C'est pas trop clair, il y a beaucoup de bruit. Donc là, maintenant, en ce sens-là, vous pouvez rentrer en position là. OK. Vous pouvez rentrer en position ici. Ça veut dire que lorsque le prix va, OK, revenir dans ces niveaux-là, vous pouvez rentrer en position là pour tenir en compte quand même ces niveaux-là. OK. Et là, le premier target, le target ici là, ça va être ce premier niveau ici. Ici là, un premier niveau. OK. Le second, ça va être quelque part là. Voilà. Vous avez vu? OK. Comme ça. Maintenant, une fois c'est bon, comme ça, vous laissez maintenant le trade évoluer. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Boum, il est revenu toucher la zone. Et il est revenu toucher cette zone. Il fait quoi? Il descend. Voilà. Attendez, je vais à chaque fois réadapter. Donc, ça, c'est votre zone. OK? Même là, c'est une entrée rapide. Sinon, effectivement, si vous ne vouliez pas rentrer ici, vous aurez pu attendre quoi? Que le prix, lorsque le prix casse ce niveau, OK? Il fait quoi? Il fait un BOS, un minor BOS. OK? Donc, et quand vous regardez la structure du prix, vous voyez quoi? On va laisser couler. Regardez. Quand je reviens, là. Vous voyez que ici, quand le prix évolue, là, à ce niveau, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est une liquidité. Et j'ai une création de liquidité là. Donc, dites-vous bien qu'il y a de fortes chances que le cours revienne faire quoi? Revienne dans cette zone-là. Donc, ça sera revenu au même. Et là, vous laissez le trade évoluer. Termine de partir. Boum. Il revient impacter la zone. Et regardez ce qu'il a fait. Voilà. Il a chuté. Donc là, vous pouvez prendre encore TP3. Il a chuté. Vous avez vu? Maintenant, donc, c'est ça. C'est l'entrée que j'ai exploité ici. Quand je l'ai envoyé dans le canal privé. Là. Cette entrée-là que j'ai exploitée. OK? Et il a chuté, chuté. Je suis sorti ici à RR de 9. Là. Donc, ça, c'est maintenant l'entrée swing. L'entrée H1, c'est aussi possible. OK? Et donc, après, le BTC, il a fait ce qu'il a eu à faire. Voilà. Donc, ça, vous avez attendu votre zone. C'est une zone qui est très susceptible. OK? De la lower à la higher time frame. Donc, là, vous prenez votre position tranquillement sans vous embrouiller, sans vous casser la tête, sans éviter tous les problèmes et tout. Donc, vous voyez qu'il a mis du temps, certes. Avant d'arriver dans cette zone, il a mis du temps. Mais, compte tenu de la réaction qu'il y a dans la zone, on se dit bien que ouais, ça en valait la peine. OK?
Donc ici, vous aviez la position swing. Et donc, dans cette position swing, vous avez remarqué. Oui, allô? Oui, d'accord, c'est par rapport à la confirmation de time frame que vous avez montré. Mhm. Moi, je m'étais fait avoir quand il est monté prendre la liquidité là. Voilà pourquoi je voulais savoir comment manager. Si vous pouvez rentrer un peu à l'autre time frame. Comment manager quand qu'est-ce que vous mettez à break-even? OK, maintenant, le truc du break-even et consort. Ici, là, ici, il ne Oui. faut pas vous Moi, précipiter, quand il est surtout sur. revenu pour la dernière fois, là, avant la dernière Ici. piste, là où je me suis fait avoir parce que c'est dans des, oui. Ouais. Le problème, c'est que sur Bitcoin, et voici pourquoi je vous dis, même le break-even est aussi en fonction de la crise, ça dépend de la zone qu'on exploite. Techniquement, on a un break-even. Lorsque, par exemple, on a un changement de caractère, on va faire un BOS, on sait qu'il y aura un retracement. Après, le mouvement qui repart, c'est à partir quand le prix est reparti qu'on va essayer de break-even. OK? Maintenant, ici, là, en fonction de l'actif que vous êtes en train de trader Bitcoin. C'est peut-être le troisième actif le plus. Vous êtes en train de trader Bitcoin. C'est peut-être le troisième actif le plus volatile au monde. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de break-even à n'importe quel instant. Souvent, il faut d'abord laisser le prix partir. Souvent, il faut d'abord laisser le prix partir avant de vous mettre en break-even. Par exemple, ici, c'est trop tôt. Moi, je n'aurais pas pu me mettre en break-even ici. Pourquoi? Parce que je vois déjà que dans la démarche du prix, ok, il est en train de faire une création de liquidité ici. Donc, il y a de fortes chances qu'il vienne reprendre cette liquidité avant de continuer à chuter. Alors là, il y a des gens qui se disent, il y a des gens qui se seront dit, coupez vos micros, s'il vous plaît. Il y a des gens qui se seront dit, coupez les micros. Il y a des gens qui se seront dit, là, voici la prochaine zone valable. Et tout ça, c'est la liquidité. Non. Le prix, lorsqu'il a donné sa démarche, déjà, le prix, lorsqu'il a donné sa démarche, je vous ai montré ça ici. Comme ça, à chaque fois, il venait reprendre. Si vous allez en seconde, ce sont les petits BOS jusqu'au changement de caractère. Ce sont les structures de retournement de tendance. OK? Désistement déjà à partir d'ici. Essoufflement même. Du coup, si vous voulez break-even, attendez que le prix soit au moins déjà parti à un bon niveau. OK? Après là, vous pouvez vous mettre en BE. Voilà. Sinon, ça va commencer à devenir très compliqué. Vous allez break-even même quand il ne faut pas. Ça va quoi. OK. Donc ça, c'était l'opportunité qu'on avait sur le Bitcoin, l'opportunité qui avait été attendue. Et je vous avais partagé celle-ci, par contre, dans le groupe de formation. Et j'avais aussi partagé ça dans le canal privé. Voilà. Donc, je pense que ça, c'était une opportunité simple, assez intéressante et basique. Alors, ça, c'est le, ça, c'est attendez, allez hop. Ça, c'est le gold. OK. Bon, gold, il fait une réaction, hein, il fait une réaction dans la zone M30. Moi, je pense que c'est une réaction court terme. Je pense pas que ça va durer. Alors, ça, c'est le setup du matin que j'ai envoyé dans le canal privé. Ouais, c'est cette analyse-là. OK? Il fait la réaction ici. Et je pense que c'est une réaction court terme. Je pense pas que ça va durer. OK. Bon, c'est un trade dans lequel je suis. C'est un trade dans lequel je suis. Euh, allez hop, allez hop, allez hop. Vraiment, c'est une réaction court terme à laquelle je m'attends. Bon, pour le moment, il évolue bien sûr à 600 dollars actuellement. Donc, je vais d'abord laisser couler. De toute façon, je me suis déjà sécurisé quand c'est comme ça, surtout que la confirmation lower time frame n'a pas été vraiment concluante. Voilà. Elle n'a pas été vraiment concluante. Techniquement, même ceux qui avaient tenu les confirmations ici, il y a de fortes chances qu'en ne prenant pas cette mèche, il se soit fait SL. OK. Bon, là maintenant, on va progresser. On va progresser. On va revenir sur une autre opportunité, sur un autre trade qui était intéressant. C'était le trade sur l'EuroCAD. D'ailleurs, l'EuroCAD que je suis en train d'attendre aussi dans une autre zone. Alors, moi, sur l'EuroCAD, je vais mettre l'accent sur un point que beaucoup peut-être négligent. C'est tout simplement le point du biais directionnel.
C'est tout simplement le point du biais directionnel. Ça veut dire quoi? Regardez par exemple sur l'Eurocad. Ça, c'est l'analyse que j'ai envoyée le matin dans le canal privé pour le prochain bail auquel on s'attend. Mais avant ça, il y avait le premier round. Le premier round, c'était celui-ci. Attendez. OK. C'était celui-ci. D'accord? C'était celui-ci. Là, on va faire un avant et un après. Je pense que je l'ai envoyé dans le groupe public. Voilà. Avant et après. Alors, je peux pas montrer ce qui est là-bas parce que les paramètres ne me le permettent pas. Mais voilà, c'est là. C'était ici. Parce que j'ai envoyé une tonne d'analyses. OK? Mais c'est ici, cette analyse-là. Alors maintenant, on la débriefer ensemble. Donc, c'est comme je vous disais, là, on est sur le prochain mouvement en attente. J'ai déjà placé mes ordres limites sur ce mouvement-là. Là, je vais rentrer en agressif. OK? Voilà. Donc, on va venir d'abord sur. Il est mieux que je prenne un autre broker, hein? Eurocad. Je vais prendre un autre broker, je vais prendre FX. Voilà, je vais prendre lui là. Déjà, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'Eurocad en question, en une heure, OK. En une heure, on voit déjà que là, il était venu réagir dans quoi? Dans cette zone, dans un premier temps. OK? Il a réagi dans cette zone. Et je vais vous montrer à la fin de l'analyse qui a renfermé qui a réaffirmé ma prise de position sur le sujet. Regardez bien. Là, on a un strip liquidity. OK? En fait, en réalité, si on descend en lower time frame, on aura une inversion de tendance ici. Donc là, on a un changement de caractère. OK? Maintenant, là, ici, à ce niveau, on voit que comme EURUSD, Mhm. le debriefing, on voit que comme coupez les micros, coupez les micros. On voit que comme EURUSD, le débriefing qui a été fait, à ce niveau, on a quoi? On a ce taux là qui est valide et exploitable, celui-ci. Et donc, c'est à l'intérieur de cette demand que le prix a fait quoi? Que le prix a réagi pour monter. Dans sa réaction, la liquidité la plus importante qu'il devait venir chercher, parce que quand il vient ici, c'est pour faire un BOS. Donc, la liquidité la plus importante qu'il devait venir chercher, le target final, c'est où? C'est là, ici. C'était là le BOS qu'il fallait venir faire. Donc, c'était le futur BOS. Entre-temps, avant d'arriver dans ce BOS, on a la structure interne à ce mouvement-là. Et c'était une structure M15, si je ne me trompe. Attendez, je crois. Oui, c'était un M15. Donc, vous voyez qu'avant d'arriver ici, là où le TP final, il y a quoi? Il y a tout ce mouvement interne qui est là. OK. Donc, à partir de là, j'ai le biais directionnel. Le biais directionnel, c'est que on est sur un mouvement acheteur, c'est là le point ultime qu'il faut venir chercher. Donc, ici, je refais d'abord la structure. Quand j'arrive là, je vois que le prix est venu réagir ici, dans cette zone de demand. Premièrement, il a réagi là. Je matérialise tout ce que je vois et tout ce qui est exploitable. OK? Donc, je vois qu'il réagit ici. Là, il fait quoi? Dans sa réaction, il fait son BOS. OK? C'est bon? Et à l'intérieur, il réagit encore ou il réagit ici, dans cette zone, là, précisément. Donc, ici, là, je vais seulement considérer ces trucs-là, je vais seulement considérer ça comme quoi? Comme un ramassage de liquidité, une liquidité qu'il a eu à prendre. Donc, je me refais d'abord le scénario. OK? Jusqu'à ce que, jusqu'à ce que j'arrive dans cette zone-là. Et au niveau de cette zone, qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'il a fait la même chose. Il a réagi dans cette zone-là. Par contre, si je monte en unité de temps supérieure, voilà. Donc, c'est dans cette zone-là qu'il a réagi, c'est bon. FVG même, réaction ici. OK? Il a réagi dans ce niveau-là. Là encore, qu'est-ce qu'il a fait? C'est simple. Là, il y avait de l'induction. OK? Et en haut, là, il y avait quoi? Il y avait la prise de liquidité.
Il y avait la liquidité autant pour moi. OK? Donc là, il ne fait que ça. Il ne fait que des continuations de tendance. D'accord? Il ne fait que des continuations de tendance. Dans ce sens-là, là, on a quoi? Là, on a le BOS. Bien. Maintenant, on va pouvoir évaluer le tout. Des... Quelques minutes. OK. Voilà. À ce niveau maintenant, dans ce niveau précis, OK? C'est quoi qu'on exploite? C'est cette zone-là, ici. OK? C'est cette zone qui est exploitée. Alors, sur l'autre broker, là, c'était encore plus clair. Hein? OK? Donc, c'est cette zone-là qui est exploitée, cette zone de demand. Donc, là, maintenant, quand le prix a évolué, boum, on va revenir. Alors, je vais regarder l'email. C'est quoi la théorie derrière la chose? Regardez. Quand il est monté, comme ça, cette mèche-là prend la liquidité ici, OK? Mais en même temps, elle laisse de la liquidité ici. Vous voyez ça? Elle laisse en même temps de la liquidité ici. Donc, toute cette zone-là, elle a créé quoi? Un gros déséquilibre. Avec cette liquidité-là, le prix, comme il évolue dans une dynamique haussière où, effectivement, il a fait le BOS, il y a de fortes chances qu'il fasse, après qu'il fasse quoi? Qu'il corrige ce mouvement-là. Donc là, on attend maintenant le prix dans cette zone-là. OK? Maintenant, on a donné le prix dans cette zone, on attend patiemment. Là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il est en création de liquidité. OK? On remarque qu'il est en création de liquidité. Donc, on attend. Tout ça, c'est la création de liquidité. Donc, il y a assez de liquidités ayant été créées là. Forcément, il va venir prendre cette liquidité-là. OK? Il y a de fortes chances, pour être un peu plus humble, qu'il vienne prendre cette liquidité. Donc là, ici, on est en 15 minutes. On n'est pas nécessairement obligé encore d'attendre une confirmation M15. Ça aussi, en fonction de la probabilité du trade, on n'est pas toujours obligé d'attendre une confirmation M15 parce que là, il y a de fortes chances qu'il continue tout simplement à buy. Donc là, vous prenez en compte ce niveau. OK? Et qu'est-ce que fait le prix? Il est en création de liquidité. Il a continué sa création de liquidité. Il arrive. Boum. Il fait une première réaction, une seconde réaction. OK? Après, qu'est-ce qu'il fait? Il monte à l'achat. Quand il monte à l'achat, il fait quoi? Il vient effectivement casser ce niveau. Parce que, vu disais-je tantôt, c'est le niveau qui est visé en higher time frame ici. Maintenant, là, le prochain niveau, c'est lequel? C'est celui-ci que le prix doit venir prendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que nous sommes en train de trader là, vous avez vu? Il y a ce point swing low et ce point swing high. Quand le prix a corrigé, il doit maintenant venir casser ce point swing high. Donc, c'est là-bas la liquidité. Là, vous avez maintenant le biais directionnel. Vous savez où il part. Quel mouvement il est en train de retracer. Donc, lorsqu'on va revenir, par exemple, en 2 heures, on remarque quoi? On remarque que, OK, le prix a fait quoi? Le prix est monté, une heure même. Donc, là, il a fait ce BOS que vous voyez à l'intérieur là. Vous comprenez maintenant que ce n'est pas un BOS majeur, ce n'est pas un BOS majeur, en fait, c'est un BOS mineur. C'est à l'intérieur de ce point à ce point. OK? Donc là, quand je reviens en 2 heures, j'ai maintenant cette structure-là. Et donc ici, vous avez vu que là, il y a un déséquilibre. Donc je vais supprimer ça, comme ça. Là, il y a un déséquilibre qui a été créé. Ici, tout ça. Là, il y a un OB intéressant à exploiter.
Allô? Oui, allô? Ouais, Ulysse. Je dis, est-ce qu'un OB, seulement si c'est bougie noire ou bien point blanc? Bon, souvent, quand vous envoyez les analyses, souvent je vois c'est blanc, alors bon, je ne sais pas faire la différence. Vous avez un problème avec les Tout de couleurs? suite, parce que tout de suite, je suis God. Moi, j'ai pris, quand ce que j'attendais le prix, c'était que le prix vient toucher qu'on appelle le haut d'abord qu'on appelle à gauche noir. Mais je vois que pour vous, vous avez privilégié qu'on a le blanc bougie acheteuse. Regardez. Comme je vous disais, ça s'apprécie au cas. Regardez. Ici, là, l'OB, en réalité, non. Si on se base sur le livre, il est là. Voilà l'OB. Et Voilà. vous savez pourquoi moi je privilégie cette entrée? C'est simple. Tout simplement parce que, bon, c'est pas simple. Je privilégie cette entrée pourquoi? Parce que là, j'ai l'OB, OK? Et là, j'ai la FVG. Donc, je sais qu'il y a aussi des FVG entry. Je peux faire une entrée en FVG. Donc, je préfère quoi? Privilégier ici pour de plus grandes probabilités. Voilà. Et là, je vais faire quoi? Un mouvement court terme, une réaction court terme. Donc, je privilégie ici pour des plus grandes probabilités de la réussite de mon trade. OK? Et c'est comme ça que, quand le prix arrive, il me déclenche. Donc, n'utilisez pas les données de la SMC comme les gens utilisent les figures chartistes, en mode épaule, tête, épaule, je vends, épaule, non, non, non. Il y a un mécanisme derrière, et c'est la compréhension. Souvenez-vous que je vous ai toujours dit que c'est la compréhension du prix qui engendre la réussite d'un setup. C'est la compréhension du mouvement du prix. Paul, OK? Oui? maintenant, dans ce cas-là de gold, vous allez vous protéger quand le prix sera précisément dans quel niveau? Il faut parler de la gestion de votre spread là qui est OK. en cours. OK. Ici, là, par exemple, à quel moment moi je vais passer en break-even? Déjà, nous sommes en quelle unité de temps? Nous sommes tout simplement en 30 minutes. OK? Ici, je me suis déjà mis en break-even. Pourquoi? Parce que derrière, déjà, je ne suis pas rentré en confirmation M1, par exemple. Il y a eu la confirmation, mais je ne suis pas rentré en confirmation. Je suis rentré en agressif. Maintenant, dans ce sens, pourquoi je me mets directement en break-even? Parce que lorsqu'on va dézoomer un peu le graphique, vous allez vous rendre compte que tout ça, vous allez vous rendre compte que si ça, c'est le BOS, tout ça, ce sont des zones qui sont susceptibles de faire réagir le prix. Donc, à n'importe quel moment, le prix peut violemment chuter. Donc, sachant ceci, je prends en compte les données de la higher time frame. Automatiquement, quand je sens que le prix est parti, je peux me mettre en break-even. Par exemple, sur ce trade-là, OK, je suis en M30. Je suis en M30. OK? Ça, c'est ma zone de base psychologique. Mais en fait, en réalité, je n'ai pas déclenché mon ordre en M30. J'ai déclenché mon ordre en M1 quand le prix est venu faire le retest. Vous avez vu? Ici, il est parti et il est revenu. C'est à ce niveau-là que j'ai déclenché l'ordre. Et je reste quoi? Toujours dans le même intervalle. Encore, c'est même pas à break-even, juste comme ça. Souvent, il y a le trade qu'on laisse d'abord couler avant de se mettre à break-even. Souvent, Donc, coach, moi j'avais deux ou trois questions, j'ai écrit dans les carnets. Hein. oui, allons-y. Euh, D'abord, quand je vois des fois on voit les spectacles, surtout pour les entrées, parce que ce sont les entrées qui perturbent un peu, qui posent problème pour les entrées. Je Hmm? vois, ce que j'ai remarqué, euh, vous entrez beaucoup plus à l'extrême Je après comprends pas. les... Donc, à long terme, quand il faut confirmer.
quand il y a sauce, vous attendez toujours l'extrême OB valide ou bien, si parce que s'il y a par exemple 2, 3, 4 OB valides après le sauce à low time frame, comment s'y prendre? Attendre toujours l'extrême qui est la high probabilité ou bien euh, mettre les limites ordre sur chaque OB valide. Je ne pense pas avoir saisi la question, en fait. Vous n'avez pas compris. Je disais ceci. En low time frame, en M1 par exemple, vous voulez confirmer un OB pour entrer en trade et que vous avez votre sauce et les prix laissent derrière plusieurs OB valides susceptibles de prendre position. Comment vous faites? Vous mettez les ordres limites sur chaque OB valide ou bien vous allez considérer rien que l'extrême OB? OK. Non, si j'ai deux zones, OK, deux zones que le prix me présente, donc deux zones susceptibles d'être exploitées, je vais, par exemple, si j'ai une mise de 500 dollars que je veux faire en réalité, ce que je vais faire, c'est que je vais miser tout simplement 250, 250. Maintenant, euh, ou encore, ce que je vais tout simplement faire, c'est que si j'ai deux OB externes importants, parce que les OB, ce sont pas dans les unités de temps inférieures qu'on va les considérer, ce sont dans les unités de temps supérieures. Si j'ai deux OB importants, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais tout simplement privilégier, OK, l'OB le plus proche de la structure. Donc, celui qui est le plus proche. Donc, s'il y a deux OB, c'est qu'il y a forcément un premier. Donc, je vais privilégier le premier en fonction de certains paramètres. Est-ce que en dessous du premier, il y a beaucoup de liquidité en bas? Non, s'il n'y a pas, par exemple, beaucoup de liquidité. D'ailleurs, c'est le cas qu'on avait euh, avec l'OB sur EURUSD, si je ne me trompe. Allez, voilà. C'est le cas. Attendez. OK. C'est le cas qu'on avait ici avec l'OB qui est sur EURUSD là. Là, automatiquement, il y a deux OB. Je privilégie d'abord celui-là. Mais quand je dis privilégier, c'est que je vais attendre effectivement que celui-ci puisse confirmer avant que je puisse rentrer en position. Je pense que c'est un trade que je vous avais aussi montré, euh, à l'intérieur duquel j'étais rentré. Je pense que c'était la semaine passée. Donc, quel OB on va privilégier? En réalité, c'est l'OB qui te donne la confirmation que tu attends. Mais s'il y a deux OB, vous n'allez pas vous dire non, j'attends directement que le prix réagisse dans le deuxième OB. Non, parce que si par exemple vous aviez fait ça ici sur le USD, le prix n'était jamais revenu en bas, hein. Il est parti. Regardez comment il est monté. Très loin. Coach, je parle en low time frame pour confirmer. Ah, d'accord! En fait, vous, votre question, Je c'est en parle en low mode, time frame si j'ai deux OB valides en lower time frame, par exemple, si pour ma lower time confirmer. frame, ouais, si ma lower time frame, c'est par exemple M1, et j'ai deux OB Oui, valides, admettons, j'ai une flip zone, oui, oui, c'est et en ça. bas, j'ai une zone normale. Ce que je vais faire, généralement, c'est que je vais aller au-dessus de la lower time frame qui est exploitée. Ça veut dire que si je suis en M1, je vais voir si en M5, mais ça là, je vous avais montré ça, je pense, dans l'un des replays. On avait deux zones. Il y avait la flip zone, c'était le replay sur EURUSD. Il y avait la flip zone et il y avait l'autre zone plus bas. La flip zone n'avait pas réagi positivement, elle avait servi de trappe. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, lorsqu'on est remonté en M5, on avait vu qu'en M5, il y avait un gros déséquilibre, une grosse imbalance en dessous de la flip zone en M1 qu'il fallait aller combler. Donc, comme vous ne savez pas quelle zone choisir dans ce sens-là, vous allez en unité de temps supérieur à M1, par exemple, si c'est M1, à M5, si c'est M5, voir s'il n'y a pas un OB qui est plus susceptible. Et il y a de fortes chances que ce OB-là englobe même donc l'OB qui sera susceptible englobe les deux OB en unité de temps supérieur. Donc, ça fait que vous avez une grosse zone en lower time frame à exploiter pour pouvoir prendre une position. Ah, OK. Une deuxième question, coach. Hmm? Par rapport aux analyses que vous faites, quand vous confirmez, coach, il ne vous arrive jamais de rater une opportunité. Vous attendez que les prix reviennent. Parce que moi, quand je vois l'analyse, moi, j'ai l'impression qu'il c'est difficile pour vous de rater les trades. Tout Surtout le monde quand vous rate. confirmez. Tout le monde rate. Maintenant, il faut savoir que, euh, comment dire, lorsqu'on attend une confirmation,
lorsqu'on attend une confirmation, OK? Comment dire ça? Si c'est pas clair, et ça, j'insiste toujours sur ça. Si ce n'est pas clair, si dans les éléments de confirmation, il manque un élément le plus important, ne prenez pas le trade. Même si après ça passe, laissez. Donc, ça fait que souvent, il y a des trades, je peux avoir une confirmation, ça peut passer, mais je ne le prends pas. Voici pourquoi, je- en le faisant, qu'est-ce que je fais? En fait, en réalité, je diminue mes risques de stop loss. Je diminue mes risques de stop loss quand je réagis comme ça. Quand je ne saute pas nécessairement sur toutes les opportunités, je diminue mes risques de stop loss. Si vous avez, par Ok. exemple, là, par exemple, on a tradé sur l'euro 4 non, cette semaine. On a tradé sur le Bitcoin. Bitcoin, c'est l'analyse qui a été faite depuis la semaine passée. L'euro 4, c'est l'analyse qui a été faite tout simplement là, euh, hier. Mais je peux ne plus trader cette semaine parce que j'ai déjà fait deux trades intéressants et importants qui m'ont donné largement de profit. Je ne trade plus. Mais là, tu vas voir, il y a des gens, il a fait ça. Il va encore chercher non seulement à prendre des positions, mais surtout à s'exposer davantage. Si j'ai fait 10 000 $ en 2 jours, par exemple, si je dois prendre une position passagère comme ça, maximum, 100, maximum 500 $ que je vais miser. Et là, je vais répartir en 250, 250. Je ne vais pas aller encore rendre au marché ce qu'il m'a donné. Donc, ça veut dire que même si ton plan de trading dit que tu dois trader, pour prendre 3 positions dans tes jours de trade, mais est-ce que tu es obligé si tu as déjà un bon gain? Tu n'es plus obligé. Rien ne t'y oblige. Donc, c'est comme ça que tu peux seulement, entre-temps, faire quoi? Des analyses et tout, etc., sans nécessairement te sentir obligé de prendre une position. Et tout. Ouais. Ça va, coach. La dernière question, coach. Mhm. Euh, toujours en low time frame, en M1 par exemple, si le prix fait un saut, il part direct et il ne donne pas de l'indice, dois prendre le trade. Ou bien il faut carrément attendre l'indice, ça va prendre le trade. Enfin, j'ai pas bien compris. Je dis en M1, on confirme pour entrer dans le trade. Le prix il fait un saut et il fait un mouvement violent dans le saut là, il laisse les déséquilibres, mais il n'y a pas de l'indice même. Dois-je attendre la création de l'indice avant de prendre le trade ou bien je peux entrer au stade si le prix revient? OK. Là, je vous pose une question. L'inducement, sur l'échelle de 1 à 3 ou encore de 1 à 10, quelle est son importance de la confirmation? L'indice c'est la liquidité. Non, mais non, non, l'inducement, attention, il y a une liquidité externe. Je n'ai pas bien saisi votre question, coach. OK. Il y a la liquidité externe, il y a la liquidité interne. OK? Oui, Et dans cette liquidité oui, interne que le projet doit, que le prix doit prendre à l'intérieur, généralement vers le bas, on va chercher de l'inducement, de l'induction. Et généralement, c'est proche de l'OB. Mais la question que moi je oui. pose, c'est l'inducement en question là, il représente quoi en ce qui concerne les points les plus importants dans l'exploitation d'une zone? Est-ce que il faudrait qu'il y ait forcément des semaines ou est-ce qu'on peut s'en passer? Par exemple, si j'ai dit la liquidité, c'est ça, le seuil de maximal. Si j'ai dit le déséquilibre, par exemple, c'est moyen. L'inducement, par exemple, c'est faible. L'inducement occupe quel rang? Je vais y répondre en même temps. L'inducement occupe, on peut ne pas avoir d'IDM. On peut ne pas avoir d'inducement dans un setup. Pourquoi? Parce que non seulement en fonction de la time frame, et aussi en fonction de ce qu'il est. Ok, si par exemple je suis dans une confirmation, là je peux ne pas avoir d'IDM, c'est possible. Par contre, si je suis sur une plus grosse higher time frame, je sais que le prix va essayer de manipuler. Et quand je dis manipuler, c'est en mode induire les gens en erreur parce qu'on est en train d'aller dans une grosse zone potentielle de vente. Là, il me faut de l'IDM. C'est important. Par exemple, si je suis en M1 et que le prix ne me montre pas nécessairement ça, je peux prendre une position si toutes les autres conditions sont réunies sans, sans nécessairement d'IDM. C'est bon? Ouais, ça va, coach. Je suis en train de OK. Donc, là, je vous ai fait un peu
Depuis là aussi, je n'ai pas publié sur YouTube. Donc, c'était un peu aussi le temps de faire un débriefing là, si je veux le reposter là-bas. Donc, après, le reste, c'est le backtesting. Voilà. Ok. Allô, coach. Ouais. Pour prendre un compte profil là, où on dit swap, et on dit sans swap, et puis il y a un truc en plus, sans swap, ça veut dire quoi? Bien. Il y a, quand tu rentres là-bas pour prendre un compte profil là, on dit sans, on met sans swap. Oui, vous pouvez prendre son swap, il n'y a pas de souci. Bon, sans swap, là, ça veut dire quoi? Bon, là, je comprends pas. En fait, il y a les frais de swap et il y a aussi la possibilité que lorsque vous allez tout simplement cautionner, vous appuyez son swap, vous avez la possibilité que l'on ne vous prélève pas des frais lors du swap en ce qui concerne le trade. Mais après, ça va dépendre de non seulement le nombre de jours que pourra durer un trade, peut-être aussi, bon, je ne dirais pas la taille du compte, mais si vous appuyez sans swap, c'est-à-dire qu'on ne vous prélèvera pas des frais de swap, mais vous allez payer des frais supplémentaires lorsque vous allez cautionner le compte. Ah, ok, ok. Mais est-ce qu'on peut mélanger les lots sur les, on peut dire, sur les comptes profil? Mélanger les lots, ça veut dire quoi? Bon, si aujourd'hui, je vois que je prends au moins un lot, au moins deux. Et puis demain, je viens prendre 0,5. Non, non, non. Il faut lire les conditions d'abord de la propre firme sur la politique des lots. Quelle est la marge que vous devez avoir en termes de... Quelle est la... Déjà, le lot, il est déterminé par quoi? Le lot, il est déterminé dans un premier temps par l'actif et par la situation du stop loss. Par l'actif et la position du stop loss. Donc, moi, je vois, il y a des gens qui disent, non, moi, je traite qu'avec un lot de 3. Non, non, attends, tu ne traites pas avec un lot de 3. Est-ce que lorsque tu as fait ton calcul, c'est le lot de 3 qui t'a été imposé pour, par exemple, miser 2 ou 4 dollars ou 5 dollars ou 10 dollars? C'est ce que les gens ne prennent pas en compte. Donc, regardez bien d'abord la politique de l'eau de la propre firme. Lisez les règles. Regardez la politique de l'eau. Parce que, par exemple, sur le gold, sur Funded Next, quand tu traites le gold, on ne va pas te permettre d'utiliser un lot qui est au-dessus de 3, par exemple. Donc, je sais que toutes tes positions, tes lots doivent être compris de 1 à 3, pas au-dessus de 3. Donc, même quand tu vas te mettre à calculer ton stop loss, tu sais que ça, c'est ça ta marge. Si c'est de 1 à 3, tu peux utiliser 1,50, 2,50, 2,01, 3 maximum, mais pas au-dessus, pas au-delà. C'est bon? Donc, il faut bien lire la politique de l'eau d'abord. Ok. OK, donc je pense que c'est bon, hein. Ouais, ça va. D'accord? Donc, je pense qu'on pourra s'arrêter là. Euh, Perso, je suis là. Je suis en train de mettre à jour tous les trucs là, parce qu'on a la conférence dimanche 25. Cette conférence qui se veut digne. Donc, on est en mode préparation là, et puis voilà. Coach, cette Ouais, partie-ci, coupez ça. Ce que je vais dire aussi, coupez ça quand vous allez mettre sur YouTube. Ce que je compte